Bienvenue. Aujourd'hui, on part explorer Kameido, un quartier de Tokyo qui, sous ses airs peut-être un peu tranquilles, cache vraiment des couches d'histoire et pas mal de pépites pour les curieux. Oui, c'est ça. On oublie un peu les circuits classiques, là on cherche plutôt l'authenticité. Exactement. Et pour ça, on s'est plongé dans diverses sources, hein, des chroniques historiques locales, des guides un peu anciens, et puis des explorations plus récentes aussi. Ça nous donne un portrait de Kameido avec plein de facettes différentes. Mhm. On va essayer de piocher là-dedans pour comprendre ce qui rend ce quartier si spécial, en fait. D'accord. Alors, notre mission, si on peut dire, c'est quoi? Dénicher en, allez, une dizaine de minutes l'essence de Kameido. C'est ça. Son héritage de l'époque d'Edo, son ambiance populaire shitamachi, ses saveurs aussi, qui sont assez uniques, et puis ce symbole qu'on voit partout, la tortue. Omniprésent, oui. Voilà. Prêt pour une visite un peu hors des sentiers battus? On y va. Et on pourrait commencer par le commencement, le nom, Kameido. Kameido, Kameout, Kameido. Ça a l'air simple comme ça. Oui. Mais l'histoire derrière est une petite aventure. Ah oui, j'ai lu un truc là-dessus. Ça n'a pas toujours été Kameido, c'est ça? Il y avait une histoire d'île ou quelque chose comme ça? Tout à fait. Alors, à l'origine, c'était vraiment une île. Et sa forme rappelait une tortue, d'où son premier nom, Kamejima, l'île tortue. D'accord. Puis, bon, avec le temps, les sédiments, tout ça, elle s'est rattachée à la terre ferme. C'est devenu Kamemura, le village tortue. Logique. Et l'évolution ne s'arrête pas là. Le nom a encore changé à cause d'un puits, un puits sacré, le Kamegai. Kamegoi. Il était tellement vénéré qu'il a donné son nom, enfin une partie de son nom, au lieu. Kameido, le puits de la tortue. Ah, d'accord. Aujourd'hui, l'écriture a un peu changé, Kamedo, mais l'origine vient de là. Et d'ailleurs, ce fameux puits, il a été restauré, on peut toujours le voir. Ah oui. Où ça? Au sanctuaire Katori, dont on parlera sûrement tout à l'heure. D'accord. Et du coup, toutes les tortues qu'on voit en déco partout, Ben voilà, c'est un rappel constant de cette origine. C'est le symbole du quartier. c'est fou comme un nom peut raconter toute l'histoire géographique et même spirituelle d'un lieu. Et il y a même une légende encore plus ancienne, non? Un peu plus poétique. Je crois que ça parle du héros Yamato Takeru. Oui, alors ça, c'est une histoire moins, disons, moins documentée historiquement, mais elle est jolie. Elle raconte que l'épingle à cheveux de sa femme, Oto Tachibana Hime, Mhm. se serait échouée ici après qu'elle se soit sacrifiée en mer. Et l'île aurait été nommée d'après cet objet. Bon, c'est plus de l'ordre du mythe, mais ça ajoute une petite touche de mystère aux origines. C'est sympa. Bon, alors on a le nom. Passons maintenant aux lieux emblématiques. Et là, impossible de ne pas commencer par le sanctuaire Kameido Tenjin. Ah oui, incontournable. Connu pour son dieu des études, Sugawara no Michizane, mais ce qui frappe peut-être le plus visuellement, ce sont les fleurs, non? Ah bah oui, absolument. Surtout les glycines. Le festival des glycines, le Fujimatsuri, qui a lieu en avril-mai, c'est juste spectaculaire. Hmm. C'est une tradition qui remonte à plus de 350 ans. Imaginez ces cascades de fleurs violettes qui tombent des pergolas. C'est vraiment une image iconique de Kameido. On dit même que les shoguns Tokugawa venaient spécialement pour les admirer. Rien que ça. Et ce n'est pas juste un lieu magnifique, j'ai cru comprendre qu'il avait eu une influence bien au-delà du Japon. Alors là, oui, c'est là que ça devient hyper intéressant. Ce sanctuaire, il faut savoir qu'il a été conçu un peu comme une réplique du grand sanctuaire d'Azaifu Tenmangu à Kyushu. D'accord. Et il a été immortalisé par un des plus grands maîtres de l'estampe ukiyo-e, Utagawa Hiroshige. Ah ouais. Son estampe, vue depuis l'enceinte du sanctuaire Tenjin à Kameido, avec ce fameux pont rouge en tambour et les glycines, elle est devenue ultra célèbre. Et donc cette estampe a voyagé. Exactement. Elle est arrivée en Europe au XIXe siècle et elle a eu un impact énorme sur les artistes impressionnistes et post-impressionnistes. Ah bon? Oui, notamment sur Claude Monet. On pense que la forme du pont, les couleurs, les glycines, tout ça a directement inspiré certaines de ses peintures de Giverny, son fameux pont japonais. Incroyable. C'est un exemple parfait de ce qu'on appelle le japonisme, cette vague d'influence de l'art japonais sur l'art occidental. Quand on pense qu'un petit sanctuaire de quartier à Tokyo a pu influencer un géant comme Monet, c'est assez fou, non? Carrément. Ça, c'est une super anecdote. Et à l'intérieur même du sanctuaire, il y a ces ponts, justement, il y en a plusieurs, et ils ont une signification particulière, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, il y a 3 ponts principaux qui enjambent l'étang. 2 ponts en arche, assez raides, qu'on appelle pont tambour, taikobashi, et un pont plat au milieu. D'accord. Et ce n'est pas juste pour faire joli, il symbolise un parcours. Le premier pont en arche, le otokobashi, pont masculin, représente le passé.
Le pont plat, Hirabashi, c'est le présent. Et le dernier pont en arche, le Onabashi, pont féminin, représente le futur. Ah, c'est beau comme idée. Oui, et l'idée, c'est qu'en les traversant successivement, on se purifie l'esprit avant d'arriver devant le bâtiment principal pour prier. C'est une belle métaphore du cheminement spirituel, et ça montre bien le mélange shinto-bouddhiste avec cette idée des trois mondes, passé, présent, futur. C'est comme un petit pèlerinage intégré dans la visite du sanctuaire, en fait. Exactement. Et il y a même une théorie un peu amusante qui dit que la forme très arquée de ces ponts aurait inspiré le nœud de ceinture de kimono, qu'on appelle taiko musubi. Bon, c'est peut-être une légende urbaine, mais c'est marrant. Ah ah, sympa. Et au-delà des ponts et des glycines, est-ce qu'il y a d'autres petits détails, des trésors un peu cachés à repérer dans ce sanctuaire? Oui, on trouve quelques éléments typiques des croyances populaires japonaises. Il y a la statue de la vache, Shingyu. C'est la messagère de Tenjin, le dieu des études. Mhm, Et la tradition, c'est de la caresser à l'endroit où on a un souci de santé, ou sur la tête pour avoir plus de sagesse. d'accord. Il y a aussi l'oiseau Uso. C'est un petit bouvreuil sculpté. Son nom, Uso, en japonais, ça veut aussi dire mensonge. Ah, le jeu de mots. Voilà. Et donc, on achète cette petite statue, surtout en début d'année, parce qu'on croit qu'elles peuvent transformer la malchance de l'année passée en mensonge, en quelque chose qui n'est finalement pas arrivé. C'est un joli rituel pour repartir du bon pied. J'aime beaucoup cette idée. Et il y a aussi une statue de chien un peu bizarre, non? Recouverte de sel. Ah oui, derrière le bâtiment principal, c'est Onusama. C'est un vestige de croyance populaire encore plus ancienne, locale. Les gens jettent du sel dessus pour des vœux de guérison apparemment. C'est moins connu, mais ça fait partie des petites curiosités. Fascinant. Bon, on change un peu d'ambiance maintenant. Il y a un autre sanctuaire très important à Kameido, et celui-là est encore plus ancien, je crois, le sanctuaire Katori. Oui, Katori Jinja. Alors là, on remonte le temps. La fondation légendaire, c'est carrément 665. Waouh! Attribué à Fujiwara no Kamatari, une grande figure historique. Il est dédié à Futsunushi no Mikoto, qui est une divinité guerrière associée à l'épée, à la victoire, à la protection. D'où son surnom de sanctuaire des sports. J'ai entendu ça. Exactement. C'est devenu un peu sa spécialité moderne. Ça vient d'une légende très célèbre ici. Au Xe siècle, un guerrier, Tawara no Tota Hidesato, Mhm. serait venu prier ici avant d'aller combattre un rebelle très connu, Taira no Masakado. Et après sa victoire, il aurait offert une flèche au sanctuaire en remerciement, la flèche de la victoire, Kachia. D'accord. Du coup, depuis, le sanctuaire est réputé porter chance pour tout ce qui est compétition, réussite. Évidemment, beaucoup d'athlètes japonais viennent y prier avant des grandes échéances. C'est logique. Mais ça marche pour tout, hein. Les examens, les affaires, tout ce qui demande un coup de pouce pour gagner. Cette notion de chance victorieuse, chaudine, elle est vraiment très forte ici. Et cette ambiance un peu porte-bonheur, elle se prolonge dans la rue commerçante qui est juste à côté, c'est ça? Tout à fait. Juste à la sortie du sanctuaire, on tombe sur la Kameido Katori Shoun Shotengai. Shoun comme la chance victorieuse et Shotengai pour rue commerçante. Bien vu. Et c'est une rue qui est géniale parce qu'elle a gardé une atmosphère très shitamachi, très populaire. On y trouve des bâtiments avec une architecture un peu particulière qu'on appelle Konban Kenchiku, typique de l'ère Showa, avec des façades décorées. Ça fait très Tokyo d'autrefois. C'est vraiment une plongée dans un Japon plus ancien, plus authentique. Ça donne envie d'aller flâner. Et c'est dans ce coin-là aussi qu'on trouve ce monument un peu surprenant. Un monument dédié à un radis. Ah oui, hein. Le fameux Kameido Daikon. Oui, près du sanctuaire, il y a un monument assez grand qui rend hommage à ce légume. C'était un radis emblématique de l'époque d'Edo. Ah, d'accord. Il était très cultivé ici. Il est assez petit, un peu rond, avec une légère amertume. Les habitants d'Edo l'adoraient, surtout en pickles rapides, les asazuke. Et on en trouve encore? Alors, il a failli disparaître avec l'urbanisation, c'est devenu très rare. Mais quelques agriculteurs passionnés continuent de le cultiver, et le quartier le célèbre chaque année en mars lors d'un festival, le Fukuake Matsuri. On peut même parfois le déguster dans un restaurant spécialisé du coin, Kameido Masumoto. C'est génial, ça. Oui, et le fait qu'il y ait ce monument, ça montre vraiment l'attachement du quartier à son histoire, même à son passé agricole. C'est un vrai trésor local. On peut même voir un tout petit carré de culture près de la gare, c'est vraiment un trésor caché pour le coup. J'adore. Et ça fait une super transition vers les saveurs de Kameido. Parce qu'apparemment, c'est un quartier où on mange très bien et souvent des choses assez typiques, non? Ah, ça oui, on mange très bien à Kameido.
C'est un quartier qui a une vraie identité culinaire Shitamachi. Et impossible de parler de Kameido sans mentionner... Les gyoza. Exactement. Kameido Gyoza, c'est une véritable institution, une légende. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils sont réputés pour être très riches en légumes, surtout en choux, ce qui les rend incroyablement légers, presque aériens. On peut vraiment en manger beaucoup. Ah oui. Et l'expérience au restaurant est unique. Il n'y a pas vraiment de menu, on s'assoit et hop, le serveur apporte d'office 2 assiettes de 5 gyoza. Automatique. Automatique. Et quand on a fini, si on n'en veut plus, on commande par assiette de 5 supplémentaires. Ça tourne, c'est rapide, c'est populaire, c'est l'âme de Kameido, quoi. Ça donne vraiment envie d'essayer. Et dans un autre registre, il y a aussi une spécialité locale un peu plus, disons, pour les amateurs, le horumon. Ah oui, les abats grillés. Horumon, ça désigne littéralement les choses jetées à l'origine. Mais aujourd'hui, c'est une spécialité très appréciée et Kameido est particulièrement réputé pour ça. D'accord. Restaurants comme Horumun Aoki, qui propose des abats de très très bonne qualité. Souvent du porc ou du bœuf grillé au barbecue devant soi. On peut trouver des morceaux assez rares comme le shibire, qui est le thymus. Faut oser, hein. Faut oser, mais c'est souvent délicieux. Et c'est typique de cette cuisine Shitamachi. Conviviale, roborative, sans chichi. C'est une expérience. Très bien. Et pour finir sur une note sucrée, près de Kame de Tenjin, il y a un endroit historique, hein. Ah oui, Funabashiya. C'est plus qu'historique. C'est une institution fondée en 1805. Waouh. Plus de 200 ans. Exactement. Et leur spécialité unique, c'est le kuzumuchi. Alors attention, hein, ce n'est pas le mochi classique à base de riz gluant qu'on connaît tous. Ah non. Non, non. Celui-là est fait à partir d'amidon de blé, qui est fermenté naturellement pendant 450 jours. Pardon. 450 jours. Oui, oui, 450 jours. C'est un processus de fermentation lactique incroyablement long. Ça donne une texture très particulière, un peu gélatineuse, ferme mais souple. On le sert coupé en petits losanges avec du kinako, la poudre de soja grillée, et du kuromitsu, un sirop de sucre noir. Ça a l'air incroyable. C'est très différent de tout ce qu'on connaît. Et en plus, grâce à cette longue fermentation, c'est considéré comme un aliment bon pour la santé, bon pour la digestion. C'est vraiment le dessert emblématique de Kameido. Bon, bah là, c'est noté, hein. 450 jours de préparation, c'est le jour de détail qui rend un lieu vraiment mémorable. Et si on n'a pas envie de sucrer, mais juste de boire un bon café dans une ambiance un peu spéciale. Alors là, il faut absolument aller au Coffee Dojo Samurai. C'est un café qui existe depuis 1978. Et rien que le nom. Dojo Samouraï. Voilà. Et l'intérieur, c'est un voyage dans le temps. Il y a une vraie armure de samouraï, des sabres en décoration. Non. Si. Et on s'assoit dans des fauteuils à bascule, bien confortables, pour siroter un excellent café filtre préparé avec beaucoup de soin, méthode pénule drip. C'est le genre d'endroit complètement hors du temps avec une âme folle, qu'on adore dénicher dans ces quartiers un peu anciens. Génial. J'ajoute aussi peut-être la boulangerie Gorone no Kuni. J'ai vu qu'ils faisaient des pains assez originaux, comme le pain du roi à déchirer. Ça a l'air sympa. Ah oui, bonne pioche. Et pour les amateurs de miso, il y a Sano Miso, une boutique incroyable où on peut déguster des soupes miso de toutes les régions du Japon. Et n'oublions pas Kameido Umeyashiki, ce bâtiment reconstitué style Edo qui sert de centre d'info et de boutique de souvenirs où on peut trouver de l'artisanat local comme le verre gravé Edo Kiriko. Tout à fait. Et pour les passionnés de saké, Hasegawa Saketen est une référence aussi. Bref, il y a de quoi faire pour les gourmands et les curieux. On sent bien ce mélange permanent d'histoire, de traditions populaires et puis de lieux un peu décalés, un peu uniques. Mais est-ce que Kameido reste firé dans ce passé ou est-ce que le quartier évolue quand même? Ah non, il évolue, bien sûr, comme tout Tokyo. Et le meilleur exemple récent, c'est le grand complexe Kameido Clock. Ah oui, j'ai vu ça. C'est tout neuf, non? Oui, ça a ouvert en 2022. C'est construit sur l'ancien site d'une usine de Seiko, les montres. D'accord. C'est un grand centre commercial assez moderne, avec des boutiques, des restaurants, des logements aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont essayé de garder un lien avec l'esprit Shitamachi du quartier. Ah oui, comment? Notamment, ils ont créé un espace de restauration au rez-de-chaussée qu'ils ont appelé Kametoki Yokocho.
Ça recrée l'ambiance un peu animée et populaire des yokocho, ces petites allées pleines de bars et de restos très typiques au Japon. Ah, c'est une bonne idée, ça. Oui, c'est une tentative assez réussie, je trouve, de mêler la modernité du centre commercial avec cette convivialité un peu rétro, un peu populaire. C'est parfait pour faire du hashigozake, la tournée des bars. Et puis, le projet a été développé en concertation avec les habitants pour essayer de répondre aux besoins locaux tout en préservant un peu l'âme de Kameido. Un équilibre toujours délicat à trouver dans les grandes villes. Exactement. Bon, pour finir, j'avais noté quelques trésors cachés, vraiment insolites, tirés d'une liste locale appelée les 10 vues rares de Kameido, Shinjuku. Des trucs un peu bizarres. Ah oui, à raconter. Eh bien, il y aurait par exemple des toilettes publiques près de la gare, en forme de fusée, Une fusée, hein? oui, ou alors un personnage mystérieux peint sur un immeuble, et même un toboggan en forme d'éléphant mais qui aurait été coupé en deux. Ah, ah. Incroyable. Faut avoir l'œil pour repérer ça. C'est ça, et ça montre bien que Kameido, au-delà des grands sites, c'est aussi un quartier plein de surprises, de détails un peu fous qui demandent juste qu'on se perde un peu dans les rues pour les découvrir. C'est tout l'esprit Shitamachi, ça aussi. Bon, et bien voilà, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon de Kameido, des légendes anciennes du nom et de l'art d'Edo qui a voyagé jusqu'en Europe, Mhm. aux rues commerçantes un peu rétro, en passant par une gastronomie très typique, qu'elle soit mythique comme les gyoza ou historique comme le kuzumochi. Sans oublier les lieux insolites. Et les lieux insolites, voilà, Kameido, c'est clair que ça offre une exploration bien plus riche, bien plus profonde qu'on pourrait le penser au premier abord. Oui, c'est vraiment ce mélange fascinant d'histoires palpables, de vie locale authentique et de petites pépites cachées qui donnent envie d'aller y traîner, de sortir un peu des sentiers battus de Tokyo. C'est un quartier qui a su garder une âme, je trouve. Tout à fait. Et pour conclure, peut-être une dernière pensée, une petite graine à faire germer pour celles et ceux qui nous écoutent. Nos sources mentionnaient souvent que le développement de Kameido historiquement était très lié aux canaux. Ah oui, c'est vrai. Le quartier a été façonné par les canaux creusés après le grand incendie de Mereki au XVIIe siècle. C'était une plaque tournante pour le transport par voie d'eau, notamment pour le sel qui arrivait de la côte. Fluvial, comme disent les sources. Alors voilà, je me disais, peut-être qu'une autre façon de découvrir Kameido aujourd'hui, une clé de compréhension un peu différente, un peu cachée, ce serait justement d'explorer ce qui reste de ces anciennes voies d'eau. Intéressant. Par exemple, j'ai vu qu'on pouvait faire du kayak sur la rivière Tatekawa. Elle passe sous une autoroute surélevée maintenant, dans un parc qui a été réaménagé. Ah oui, le parc Tate Kawasenjiki. C'est ça, ouais. Se balader sur l'eau, là où passaient les bateaux de marchandises d'Edo, n'est-ce pas une manière originale de relire l'histoire et l'évolution de ce quartier, de le voir sous un autre angle? C'est une excellente idée, ça. Voir la ville depuis l'eau, ça change toujours complètement la perspective. Et dans le cas de Kameido, ça permettrait de renouer avec une part vraiment fondamentale de son identité historique, qui est moins visible aujourd'hui. C'est une très belle piste à explorer pour une prochaine visite, effectivement. Voilà, une invitation à creuser encore un peu plus loin. Merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration de Kameido. Merci à vous.